En 1981, une petite expédition composée de 4 voyageurs s'enfonce dans l'une des régions les plus isolées d'Amérique du Sud. Et soudain, tout le monde se retrouve complètement seul. Pendant que ses compagnons de voyage tentent de survivre de leur côté, lui va devoir affronter la faim, l'épuisement, les intempéries. Mais 21 jours plus tard, et contre toute attente, cet homme est retrouvé vivant au bord d'une rivière. Mais comment a-t-il réussi à survivre 21 jours, seul, dans un environnement aussi hostile? Eh bien ça, je vais vous le raconter. Donc voici l'histoire vraie de Yoshi Ginsberg, l'homme qui a survécu pendant 21 jours, seul, au cœur de l'Amazonie. Pour comprendre comment un homme de 22 ans finit seul dans l'Amazonie bolivienne, il faut comprendre d'où il vient et surtout ce qu'il cherche. Yoshi Ginsberg est né en 1959, en Israël. Il fait son service militaire dans la marine et quand il sort, il a qu'une seule idée en tête, explorer le monde. Le monde sauvage, l'inconnu, des endroits où peu de personnes ont mis les pieds. Et donc en 1981, ça y est, il se lance. Son plan est de faire de l'autostop en passant du Venezuela jusqu'en Colombie, puis descendre vers la Bolivie. C'est un voyageur comme il en existait des milliers à cette époque, mais avec une ambition qui le distingue des autres touristes. Il ne veut pas seulement visiter, il veut s'immerger. Plonger dans quelque chose de vrai, d'inexploré. Et c'est précisément cette soif absolue qui va le conduire quelques semaines plus tard au bord de la mort. En tout cas pour l'instant, le plan de Yoshi se déroule à merveille, parce qu'il arrive en Colombie. Mais c'est là que certaines choses vont commencer, parce qu'il va rencontrer un certain Marcus Tam, un voyageur suisse avec qui il décide de continuer sa route. Les deux hommes descendent ensemble vers la Bolivie, jusqu'à La Paz, qui est d'ailleurs la capitale administrative la plus haute du monde parce qu'elle est perchée à plus de 3600 mètres d'altitude. Bon, faut bien que j'apporte un peu de culture lorsque je le peux. Et donc à La Paz, Yoshi et Marcus vont rencontrer un certain Karl Ruprechter, un Autrichien qui affirme connaître parfaitement la jungle amazonienne. Je sais pas si vous le sentez déjà, mais connaître parfaitement la jungle amazonienne, au vu de l'étendue que ça représente, qui est de tout ça, c'est carrément impossible. Il leur propose de participer à une expédition dans une région très isolée de la Bolivie. Il évoque l'existence de villages indigènes reculés, et il évoque même potentiellement de la présence d'or. Et vous savez à qui cette histoire va faire briller les yeux? Évidemment, Yoshi, directement dans le panneau. Bam, la tête à première, il peut pas s'en empêcher. Yoshi, c'est exactement ce qu'il rêvait. Mais Yoshi, tu vois pas que c'est un guet-apens? En fait, le problème à ce moment-là, c'est que Yoshi et Marcus, ils ont pas les moyens de vérifier ce que Karl dit, mais ils ont aussi pas les moyens de vérifier que c'est faux. Donc forcément, ils y croient. Donc entre Yoshi qui a les yeux qui brillent et Marcus qui je dirais est d'accord à 100% parce qu'il faut pas oublier que derrière il y a de l'or, et ben ils acceptent de le suivre. Mais pour l'expédition, ils ne seront pas seulement 3 parce qu'ils vont rencontrer plus tard un certain Kevin Gale, un voyageur américain qui lui aussi est à La Paz et qui évidemment a très envie de les rejoindre pour cette expédition. 4 voyageurs réunis par le hasard qui s'apprêtent à s'enfoncer dans l'une des régions les plus difficiles d'accès de l'Amazonie bolivienne, avec comme principale référence les paroles d'un homme qu'ils ne connaissent que depuis quelques jours. Avant de poursuivre notre périple, je vous invite à vous abonner, parce qu'en fait j'ai remarqué que 99% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc voilà, on est parti pour la suite de notre périple. Nos voyageurs vont prendre l'avion jusqu'à Apolo, dans le département de La Paz. Puis ils descendent jusqu'à la rivière de Tuichi et ils arrivent à un village qui s'appelle Asariamas. Et c'est là que l'expédition commence vraiment dans la jungle. Mais attention, Karl, ce fameux guide, les avait prévenus d'une chose. On ne transporte pas de provisions élaborées. Du riz, des haricots, du sel, oui, mais pour le reste, il chasserait directement en route. En même temps, c'est le guide, et puis il connaît très bien la jungle amazonienne. Voilà maintenant quelques temps qu'ils poursuivent leur expédition, mais malheureusement pour eux, des problèmes vont arriver très vite. La végétation est dense, l'humidité est écrasante, les insectes sont partout, et des animaux sauvages aussi, avec des serpents venimeux, des sangliers, des jaguars, et j'en passe. Les 4 hommes marchent pendant des journées entières, et mangent très peu. Ils vont chasser, notamment des singes, pour se nourrir. Mais c'est pas une activité de tout repos, déjà qu'ils mangent très peu, que les conditions sont difficiles, forcément c'est une activité qui est assez intense, la chasse. Et là on arrive sur 2 tableaux, à la fois le mental qui est touché, mais également le physique. Parce que la situation devient vraiment de plus en plus difficile. À force de marcher un petit peu partout et forcément dans des endroits un petit peu inattendus, Marcus va développer des infections graves aux pieds, causées par l'humidité constante et les conditions extrêmes. Et donc, vu qu'il n'est pas en capacité de se soigner et surtout d'être dans des bonnes conditions, ça va s'empirer. Et il dira à plusieurs reprises qu'il souffre énormément. Ce qui au bout d'un moment impacte et ralentit le groupe. Et avec le manque de nourriture, le ralentissement, des tensions commencent à se créer au sein du groupe. Et puis pour rappel, ils ont quand même une destination. Karl, qui est leur fameux guide, est censé leur emmener vers des endroits évidemment inexplorés, mais surtout merveilleux. Mais progressivement, un doute s'installe, notamment dans la tête de Yoshi, de Kevin et de Marcus. Ils commencent à se demander si Karl, qui est leur guide pour cette expédition, donc il les emmène partout, ils ne font confiance qu'à lui, eh bien peut-être qu'il n'est pas le géologue expérimenté
qu'il prétend être. Parce qu'il y a quand même des signaux qui trompent pas. Premièrement, il semble vraiment dépassé par l'environnement. Et surtout, il est incapable de les guider efficacement dans cette jungle. Je sais pas si on peut réussir à imaginer ce que ça fait de se rendre compte que notre guide finalement, il s'y connaît pas mieux que nous. Ça va vraiment faire bizarre, je pense. L'atmosphère devait être un petit peu tendue, un tout petit peu. En tout cas, la destination promise que parlait Karl devient de plus en plus floue. Les jours passent, mais il se rapproche de aucun objectif vraiment identifiable. Et puis pendant ce temps, les provisions, eux, s'épuisent. Et Marcus, qui de son côté a des infections, je le rappelle, est de plus en plus affaibli. Et donc évidemment, a de plus en plus de mal à avancer. Et donc face à cette situation incertaine et la tension qui est créée évidemment par Karl, parce que lui-même non plus, il ne sait pas où il va, et donc le groupe finit par prendre une décision qui est certainement la plus raisonnable, faire demi-tour et retourner au village. Et c'est à ce moment-là que leur destin bascule vraiment. La bonne nouvelle, c'est que le groupe réussit à retourner à Asariamas. Mais maintenant, ils doivent trouver le moyen de rejoindre les grandes villes. Karl de son côté estime qu'il est beaucoup trop dangereux de prendre un radeau pour descendre la rivière. Et donc il va choisir de continuer à pied. Et Marcus va le suivre. Kevin, lui, il est pas du tout de cet avis-là. Il veut rapidement rentrer, donc il va proposer à Yossi de construire un radeau et de prendre la rivière. Ce qui leur semble plus logique, mais Karl, lui, il est vraiment convaincu que c'est trop dangereux. Même si les deux groupes prennent un chemin différent, ils se donnent un point de rendez-vous, à La Paz, la capitale. Mais à ce moment-là, ce que Yossi et Kevin ignorent, c'est qu'ils voient Marcus et Karl pour la dernière fois vivants. Les deux hommes disparaîtront dans la jungle et leurs corps ne seront jamais retrouvés. Donc de leur côté, Yossi et Kevin vont construire leur radeau avec l'aide des villageois d'Assamarias. Une fois que tout est prêt, ils s'élancent dans la rivière du Tuichi. Les premiers kilomètres sont gérables, mais au bout d'un moment, la rivière commence à accélérer. Les rapides arrivent et à un moment, ils perdent le contrôle du radeau. Et malheureusement, avec la force de l'eau, ce dernier va se briser. Et donc les deux hommes sont séparés. Kevin parvient à rejoindre la rive, mais Yossi, lui, il est emporté par le courant. Il se débat pour s'en sortir et il réussit à survivre. Après l'accident, il passe plusieurs jours à longer la rivière, tentant de retrouver Kevin. Il l'appelle, cherche des traces, espère une réponse, mais Kevin n'est plus là. Ou en tout cas, il ne l'entend pas. Progressivement, Yossi comprend qu'il est désormais seul. Seul dans une zone extrêmement isolée de la jungle amazonienne bolivienne, avec un équipement limité, sans moyen de communication, sans direction claire. Et ce qui s'ensuit, c'est 3 semaines, environ 21 jours, dans une jungle qui, je le rappelle, est considérée comme l'un des environnements les plus hostiles à la vie humaine sur Terre. Déjà que les provisions étaient limitées, mais là, rapidement, Yossi n'a presque plus de nourriture. Et au bout d'un moment, les réserves sont vides, et il doit exclusivement se nourrir avec ce qu'il parviendra à trouver dans la nature. Donc il va consommer des fruits sauvages, réussir à trouver des œufs dans des nids quelquefois, mais malheureusement ça ne sera jamais assez. Ce qu'il mange ne lui apporte pas assez d'énergie pour les épreuves qu'il doit affronter tous les jours dans la jungle. Et cela va impacter son énergie, sa lucidité et évidemment sa capacité à avancer. Une nuit où il va essayer tant bien que mal de se reposer, il entend du bruit et s'aperçoit qu'un jaguar est à proximité de lui en train de l'observer. Et aussi il va être assez malin parce qu'il va prendre un répulsif anti-moustique et il va utiliser son briquet qu'il avait toujours avec lui pour faire un effet de lance-flamme. D'ailleurs ça, ne l'essayez pas à la maison. Et en tout cas, il va réussir à faire fuir le jaguar. Il faut dire aussi que la jungle la nuit représente une réalité totalement différente du jour. Les sons deviennent omniprésents, les bruits d'animaux, les mouvements dans la végétation et l'environnement humide créent une atmosphère constante d'incertitude. Et ça y aussi, il a beaucoup de mal à le vivre. Au fil des jours, les conditions météorologiques se dégradent. Des pluies intenses provoquent des montées d'eau soudaines et transforment certains passages en zones inondées. Yossi se retrouve à devoir traverser des passages difficiles, parfois partiellement ou totalement submergés d'eau. Ce qui va augmenter considérablement sa dépense physique, toujours pour avancer. Parce que lui, son but, c'est de retrouver la civilisation, et également aussi un espoir de retrouver Kevin. L'humidité constante et les blessures aux pieds vont lui causer des infections. Et la douleur va devenir un facteur permanent, affectant sa capacité à marcher sur de longues distances. Mais malgré tout, Yossi résiste, il continue, il ne lâche pas. À mesure que les jours passent, l'alimentation devient quasi inexistante. La perte de poids est importante et son organisme est soumis à un stress extrême. Entre la fatigue extrême et l'isolement total, il se retrouve dans une situation où chaque jour devient une lutte pour continuer d'avancer et survivre. Mais malgré tout ça, une bonne nouvelle est sur le point d'arriver. Au moment où le radeau de Yossi et Kevin est brisé, comme vous le savez, Kevin lui réussit à atteindre le rivage. Donc de son côté, il va continuer à évoluer dans l'environnement de la jungle. Sauf que lui, il a finalement été secouru par des habitants locaux et conduit dans une ville de la région. Et il y a une chose dont il est persuadé, c'est que Yossi, il est toujours en vie. Let's go! Heureusement que Kevin il lâche pas l'affaire, Yossi il est encore en vie, il faut juste que tu le trouves. Et là, situation compliquée quand même. Kevin il va activement participer à des recherches. Il va alerter les autorités locales, une recherche aérienne va être organisée,
avec un survol de la zone donc en avion, mais la jungle est tellement dense que depuis les airs, on voit rien du tout. Donc les observations à ce moment-là sont non concluantes. Mais Kevin, lui, il va pas s'arrêter là. Il veut pas lâcher l'affaire et il a raison de le faire. Il va parvenir à mobiliser des habitants locaux, ainsi qu'un guide, et le capitaine d'un bateau bolivien, qui s'appelle Abelardo Tudela. Leur objectif est d'organiser des recherches par la rivière, parce que depuis les airs, on voit rien. Et ensemble, ils remontent la rivière de Tuichi, et scrutent les berges à la recherche de Yossi. Et c'est au cours de cette mission que Yossi est retrouvé. Il est sur la rive, épuisé, affaibli et pouvant à peine se déplacer. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il est vivant. Mais à ce moment-là, environ 21 jours se sont écoulés depuis la chute du radeau. Yossi est donc récupéré, puis transporté vers une ville où il va recevoir des soins importants. Son état physique est extrêmement dégradé, marqué par la perte de poids, les infections et une grande faiblesse générale. Mais il survit. Il y a une photographie qui a été prise quelques temps après et qui va montrer Kevin, Abelardo et Yossi sur la photo, réunis au bord de la rivière. Cette photo elle fait partie des rares traces visuelles pour vraiment montrer l'état de la situation. Et cet événement va marquer la fin de cette épreuve. Concernant Marcus et Karl, eux, ils ne réapparaissent pas. Et les recherches ne donnent rien. Et leurs corps ne sont pas retrouvés. On apprend plus tard que Karl, c'était pas un géologue, ni un guide ou autre. C'était juste un aventurier, sans scrupules. Après son sauvetage, Yossi va retourner en Israël, où il va reconstruire progressivement sa vie. Plusieurs années plus tard, il va revenir en Bolivie et participe à des projets liés au développement local et à l'écotourisme dans la région. Du parc national Madidi, qui est notamment en lien avec des initiatives communautaires qui visent à réconcilier le tourisme et la préservation de l'environnement, tout en impliquant des acteurs locaux. Yossi va également prendre la décision de publier un livre pour raconter son histoire, qui s'appelle Jungle. Il donnera des détails sur tout ce qui s'est passé et évidemment son état d'esprit. Et en 2017, son histoire est adaptée au cinéma, dans un film qui est appelé lui aussi Jungle, ou Jungle, comme vous voulez. Réalisé par Greg McLean et comme rôle principal Daniel Radcliffe. Ce qui est intéressant, c'est que Yossi va être présent lors de la production du film. Il va considérer que l'adaptation est plutôt fidèle à son esprit et à ce qu'il a raconté, mais évidemment, ça reste une œuvre cinématographique. Et ça ne représente pas l'ampleur réelle de ce qu'il a vraiment vécu. En tout cas, l'histoire de Yossi nous rappellera que la nature peut être à la fois magnifique, mais également imprévisible, où à chaque instant, tout peut basculer. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo, franchement, waouh, j'espère qu'elle vous aura plu, et ce Karl-là, vraiment, je comprends pas, et en fait, on sait pas ce qu'il allait chercher, si vraiment son but était pas de les emmener quelque part. Précisément, est-ce qu'il avait juste envie de faire découvrir des choses, de voir des choses, de les utiliser pour arriver à un endroit? Est-ce qu'il y croyait vraiment à ces histoires d'or? Franchement, on ne saura malheureusement jamais. Et franchement, ces histoires de survie, moi je les aime beaucoup parce que ça montre le dépassement de soi et on peut savoir aussi beaucoup de choses qui se sont passées pour comprendre comment les personnes ont réussi à survivre. En tout cas, si l'histoire et la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à regarder également, si ce n'est pas déjà fait, l'histoire de José Salvador Alvarenga, l'homme qui a survécu 438 jours seul en pleine mer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine pour l'histoire suivante. Ciao! Abonne-toi ou je mange mon micro?